Bonsoir et bienvenue sur Contes du sommeil. Ce soir, nous allons nous plonger dans une histoire qui, en surface, a tout d'un conte de fées moderne, mais qui va basculer dans le plus sombre des cauchemars. C'est l'histoire d'un homme qui semblait tout avoir, mais dont le destin a pris une tournure aussi tragique qu'inattendue. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout, car les révélations de cette affaire sont plus surprenantes les unes que les autres. Laissez-moi vous présenter Michael. Né le 16 octobre 1969, c'était l'incarnation même de la réussite. Imaginez un peu, une carrière brillante dans l'immobilier, une famille en apparence parfaite avec une épouse magnifique et une adorable petite fille. Il vivait dans une charmante maison d'un quartier huppé. Pourtant, derrière cette façade de succès, Michael venait d'un milieu très modeste. Son père était chauffeur de bus et sa mère nourrice. Malgré leurs faibles revenus, ses parents ont toujours fait passer l'éducation de leurs enfants avant tout. Ils ont fait le sacrifice de vivre dans une caravane plutôt que d'acheter une maison pour s'assurer que Michael et son frère puissent recevoir la meilleure éducation possible. Et Michael n'a jamais déçu leurs espoirs. Dès le collège, il a commencé à travailler dans une supérette pour aider financièrement sa famille. C'était un élève brillant, apprécié de tous. Ses amis l'adoraient pour sa sincérité, sa gentillesse et sa générosité. Au lycée, il est devenu président du conseil des élèves et s'est investi corps et âme dans les activités sportives de l'école. C'est d'ailleurs lors d'un tournoi de football qu'il a rencontré et est tombé éperdument amoureux de Dennis, une magnifique enseignante. C'est aussi à cette période qu'il a rencontré Brian Winsteder. Avec la petite amie de Brian, ils sont devenus un groupe d'amis inséparables. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'État de Floride, Michael a rapidement trouvé un excellent emploi dans une agence immobilière. Son patron disait de lui qu'il était l'homme le plus travailleur qu'il ait jamais connu. Il rentrait souvent dîner en vitesse avant de retourner au bureau pour y travailler jusque tard dans la nuit. Il fut un temps où son patron a même dû lui confisquer les clés du bureau pour l'empêcher de venir travailler le week-end. Mais Michael n'était pas seulement accro au travail. Il avait une autre passion qu'il partageait avec son père depuis l'âge de 6 ans, la chasse au canard. En 1994, il a épousé Dennis, tandis que son ami Brian se mariait avec Cathy peu de temps après. 5 ans plus tard, Michael et Dennis ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Emily. Leurs amis disaient que Michael était aussi dévoué à sa famille qu'à son travail. Il aimait profondément sa femme et sa fille et mettait tout en œuvre pour leur offrir la vie la plus belle et la plus confortable qui soit. Pourtant, le cœur humain est un labyrinthe impénétrable. Au fil du temps, Dennis est devenue de plus en plus distante et froide avec Michael. L'amour s'était éteint. Peu importaient les efforts de Michael, rien ne semblait plus pouvoir la satisfaire. Sa simple présence, sa simple respiration semblaient l'irriter au plus haut point. Mais Dennis avait grandi dans une famille très pieuse, pour qui le divorce était considéré comme un péché. Elle ne pouvait pas et ne voulait pas divorcer, non seulement à cause de ses convictions religieuses profondément ancrées, mais aussi parce qu'elle refusait l'idée même de devoir partager la garde de sa fille. Pendant ce temps, le pauvre Michael tentait désespérément de sauver son mariage. Il a proposé à Dennis de suivre une thérapie de couple, l'a supplié de partir en voyage avec lui. Mais à chaque fois, elle refusait. Dans sa touchante naïveté, Michael ignorait une terrible vérité. Il ne pourrait jamais reconquérir le cœur de Dennis, car depuis des années, elle le trompait en secret avec son meilleur ami. Le samedi 16 décembre 2000, Michael s'est levé tôt pour préparer son équipement de chasse. Il a attaché son bateau à l'arrière de son pick-up et a pris la route en direction du lac Séminole, à environ 1 heure de chez lui. Ce jour-là, les canards étaient nombreux, mais les alligators aussi. Michael avait promis à Dennis de rentrer pour midi, car c'était leur 6e anniversaire de mariage. Cependant, midi est passé et Michael n'était toujours pas rentré. Le ciel commençait à s'assombrir, l'hiver faisant tomber la nuit très tôt. Inquiète, Dennis a essayé d'appeler Michael, mais sans réponse. Elle a alors contacté son père et Brian. Tous deux se sont rendus au poste de police pour signaler sa disparition. Les secours et la police locale se sont rapidement déployés au lac Séminole. Malheureusement, peu après leur arrivée, une violente tempête s'est abattue sur la région, les forçant à suspendre temporairement les recherches.
Le lendemain, aux premières lueurs du jour, l'équipe de sauvetage est revenue sur les lieux. Ils n'ont pas tardé à retrouver le pick-up et le bateau de Michael. Le réservoir du bateau était encore plein d'essence. À bord, ils ont découvert son fusil, des leurres et d'autres équipements de chasse. Mais de Michael, aucune trace. Les secours et la police locale se sont rapidement déployés au lac Séminole. Malheureusement, peu après leur arrivée, une violente tempête s'est abattue sur la région, les forçant à suspendre temporairement les recherches. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, l'équipe de sauvetage est revenue sur les lieux. Ils n'ont pas tardé à retrouver le pick-up et le bateau de Michael. Le réservoir du bateau était encore plein d'essence. À bord, ils ont découvert son fusil, des leurres et d'autres équipements de chasse. Mais de Michael, aucune trace. Les experts de la faune sauvage ont émis une hypothèse terrifiante. Michael serait tombé dans le lac et aurait été attaqué par des alligators. Cependant, cette hypothèse a été rapidement écartée par de nombreuses personnes car les alligators américains ont pour habitude d'hiberner et ne chassent pas par temps froid. Au moment de la disparition de Michael, nous étions en plein hiver, avec une température diurne de 13 degrés Celsius. La nuit, la surface du lac pouvait même geler. L'idée d'une attaque d'alligator était donc peu convaincante. De plus, si un alligator avait attaqué Michael, il n'aurait jamais pu l'avaler tout entier. Les alligators déchiquetaient généralement leurs proies avant de les dévorer. Michael mesurait 1,78 m et pesait 77 kg. S'il avait été dévoré, les plongeurs auraient certainement retrouvé quelque chose. Mais non, c'était comme si Michael s'était tout simplement volatilisé dans les airs. L'enquête semblait être dans une impasse totale. Jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, en juin 2001, l'équipe d'enquêteurs découvre soudainement un chapeau et une paire de cuissardes, ces bottes de pêche montantes qui semblaient être celles que Michael portait habituellement pour chasser. Mais le plus étrange, c'est que les vêtements ne présentaient aucune trace de sang, ni la moindre déchirure qui aurait pu indiquer une attaque d'alligator. Les plongeurs ont également retrouvé sa veste de chasse, son permis de chasse et une de ses lampes de poche. Ces nouvelles preuves ont soulevé bien plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. Comment la police a-t-elle pu passer à côté de ces objets alors qu'elle avait ratissé la même zone pendant les 6 mois précédents? Et comment tout cela a-t-il pu rester au fond du lac pendant 6 mois tout en étant dans un état quasi neuf? L'écriture sur le permis de chasse était encore parfaitement lisible et la lampe de poche fonctionnait encore. Le bateau de Michael présentait lui aussi plusieurs éléments troublants. Premièrement, la tempête qui a éclaté la nuit de sa disparition soufflait un vent d'ouest. Logiquement, le bateau aurait dû dériver dans cette direction. Pourtant, le lendemain matin, lorsque les secours l'ont retrouvé, il se trouvait à un endroit complètement opposé à la direction du vent. Deuxièmement, il y avait le mystère du réservoir d'essence. Si Michael était tombé du bateau alors que celui-ci était à l'arrêt, moteur éteint, pourquoi n'a-t-il pas pu simplement y remonter à la nage? Et s'il était tombé alors que le moteur tournait, le mécanisme de sécurité aurait dû faire tourner le bateau en cercle jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence. Or, lorsque le bateau a été retrouvé, son réservoir était encore plein. Malgré les nombreuses anomalies entourant la disparition mystérieuse de Michael, la police n'a jamais retrouvé son corps, ni le moindre indice permettant de poursuivre l'enquête. Peu à peu, l'affaire a été classée sans suite et est tombée dans l'oubli. Dennis, sa femme, a semblé accepter la situation avec une rapidité déconcertante. Elle a organisé des funérailles pour Michael. En Floride, la loi exige qu'une personne soit portée disparue pendant 5 ans avant d'être légalement déclarée décédée. Pourtant, 6 mois à peine après la disparition de Michael, Dennis a déposé une demande pour obtenir son certificat de décès et a organisé ses obsèques. Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, Dennis semblait pressé de commencer une nouvelle vie, sans vouloir remuer le passé. À l'inverse, Cheryl, la mère de Michael, n'a jamais perdu l'espoir de retrouver son fils. Elle a tout fait pour que son histoire ne soit pas oubliée. Malgré son âge, chaque jour, Cheryl sortait dans la rue pour distribuer des avis de recherche et porter des pancartes. Des amis l'ont aidée à collecter des fonds pour publier des annonces dans les journaux locaux à la recherche du moindre indice.
Elle a écrit des milliers de lettres aux gouverneurs et aux autorités, les suppliant de rouvrir l'enquête sur la disparition de son fils. Mais cette détermination a rendu Denise folle de rage. Elle a menacé Cheryl, lui disant que si elle tentait de réimpliquer les enquêteurs, elle ne lui laisserait plus jamais voir sa petite fille Emily. Cette réaction étrange de Denise a commencé à éveiller les soupçons. Normalement, une femme dont le mari a disparu dans de telles circonstances ferait tout pour faire la lumière sur l'affaire. Mais Denise, elle, semblait vouloir que tout le monde oublie. Quelques mois seulement après la disparition de Michael, alors que les recherches étaient encore en cours, Denise s'est présentée à la compagnie d'assurance pour toucher l'assurance vie de son mari. Il s'est avéré que 6 mois avant de disparaître, Michael avait souscrit l'une des polices les plus élevées d'une valeur de 1,5 million de dollars. Et l'agent d'assurance qui lui avait vendu ce contrat n'était autre que Brian, son meilleur ami en qui il avait une confiance aveugle. Peu de temps après la disparition de Michael, Brian a demandé le divorce et a commencé à fréquenter ouvertement Denise. En 2005, Denise et Brian se sont officiellement mariés. Brian a emménagé avec Denise dans la maison où Michael avait vécu. Pendant ce temps, Cheryl continuait sans relâche son combat pour obtenir justice pour son fils. Elle a compilé un dossier de 27 pages de notes et a envoyé 9000 lettres au gouverneur de Floride sur une période de 9 ans. Elle a juré de ne jamais abandonner jusqu'à ce que la vérité éclate et que justice soit faite pour son enfant. Denise semblait s'épanouir davantage dans l'adultère. Peu de temps après son mariage avec Brian, elle a de nouveau senti que son amour pour lui s'était éteint et a commencé à le tromper, tout comme elle l'avait fait avec Michael. Lorsque Brian a découvert que Denise avait une liaison avec Chad, un autre de leurs amis communs, il est entré dans une fureur noire. Sous l'emprise de l'alcool, il a appelé son ex-femme, Cathy, et lui a tout avoué. La disparition de Michael était un plan orchestré par Denise et lui. Mais au lieu de prévenir la police, Cathy a choisi de garder un silence glaçant. Leur mariage a tenu jusqu'en 2015, lorsque Denise a demandé le divorce. Brian s'est senti trahi, anéanti. Il avait renoncé à la garde de ses propres enfants pour vivre avec elle et sa fille. Il avait même ôté la vie à un homme pour être avec Denise. Et maintenant, elle le jetait comme un vulgaire déchet. Le 5 août 2015, alors que Denise quittait son travail et montait dans sa voiture, elle a eu la peur de sa vie en découvrant Brian assis sur la banquette arrière. Il lui a murmuré « Tu es tout ce que j'ai ». Après cet incident terrifiant, Brian s'est excusé, expliquant que le désespoir et la panique l'avaient poussé à agir ainsi. Denise a feint de lui pardonner et a promis de ne pas appeler la police. Mais après l'avoir ramené chez lui, elle s'est rendue directement au commissariat 2 jours plus tard. Brian a été arrêté et inculpé d'enlèvement et d'agression armée. Au tribunal, Denise, en larmes, a supplié la cour de l'emprisonner à vie. Maintenant que les 2 complices se retournaient l'un contre l'autre, la police espérait enfin percer le mystère de la disparition de Michael. Et comme prévu, quelques mois après son arrestation, Brian a accepté de révéler toute la vérité en échange d'une peine allégée. Il a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il avait enterré Michael, dans une forêt isolée au nord du comté de Léon. Il a avoué que sa liaison avec Denise avait commencé en 1997, 3 ans avant que Michael ne soit écarté de leur chemin. Elle voulait agir vite, pendant que sa fille était encore assez jeune pour oublier rapidement son père. Ils avaient d'abord fixé la date au 9 décembre 2000, mais ce matin-là, Denise avait changé d'avis et annulé le plan. Brian, à la fois soulagé et perplexe, a vu Denise changer d'avis à nouveau quelques jours plus tard. La date fatidique fut fixée au 16 décembre. Brian a reconnu être l'auteur du tir, mais il a insisté. Le véritable cerveau de l'opération, c'était Denise. Le 8 mai 2018, Denise a été arrêtée alors qu'elle préparait la fête pour le 19e anniversaire de sa fille. Reconnue coupable de meurtre au premier degré, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ses avocats ont immédiatement fait appel. En 2020, sa condamnation pour meurtre a été annulée, mais celle pour complot en vue de commettre un meurtre a été maintenue. Sa peine a été réduite à 30 ans de prison. Brian, pour sa coopération, n'a écopé que de 20 ans. Du début à la fin, Denise a clamé son innocence, affirmant n'avoir jamais rien su de plan macabre.
La plupart des gens qui ont suivi l'affaire ne la croient pas, mais quelques-uns, dont sa propre fille, pensent qu'elle a été condamnée à tort. Michael était un homme formidable, un mari fidèle qui faisait de sa famille sa priorité absolue. Il a subi la trahison la plus cruelle de la part des personnes qui l'aimaient et en qui il avait le plus confiance. Il aura fallu 20 ans pour que justice soit faite, en grande partie grâce à l'amour et à la persévérance de la mère de Michael, un combat qui force l'admiration. Mais Michael n'est tristement pas la seule victime dans cette histoire. Comment ne pas avoir le cœur brisé pour Emily, leur fille? Elle a perdu son père très jeune, a grandi avec sa mère et un beau-père, pour finalement découvrir qu'elle avait appelé papa l'homme qui avait ôté la vie à son véritable père pendant des années. Emily croit en l'innocence de sa mère, mais paradoxalement, elle lui en veut, persuadée que c'est à cause d'elle que ses deux parents sont maintenant en prison. Quoi qu'il en soit, Emily est la plus grande victime de la cupidité, de l'égoïsme et de la cruauté des adultes. Cheryl, la mère de Michael, raconte que chaque année, pour l'anniversaire d'Emily, elle et sa famille publient encore des vœux dans un journal local. La jeune fille n'a jamais répondu à leurs appels. Mais Cheryl ne perd jamais espoir. Cette histoire tragique nous laisse avec de nombreuses questions sans réponse. Si ce récit vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Abonnez-vous à Contes du Sommeil pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dennis est-elle une manipulatrice diabolique ou une victime elle aussi? Nous sommes très curieux de lire vos avis.